Sud-Ouest Gastronomie Printemps, 3 bonnes raisons de vous retrouver. Nous sommes ravis de le faire, Marie-Luce Ribaud et moi-même, pour ce rendez-vous des rencontres qui sont régulièrement celles de la saveur, de la bonne humeur, de la bienveillance à table, tout ce qui vous ressemble. Marie-Luce Ribaud, je le rappelle, vous êtes la rédactrice en chef en charge des magazines. On va voir un plateau d'invités évidemment appétissant. Et c'est très appétissant parce qu'on est à quelques jours de Pâques. Et que Pâques, je sais chez vous, pas encore chez moi, mais ça va venir, ça résonne comme on se met en cuisine et on fait des choses merveilleuses avec les amis. Alors, on a voulu s'inviter, nous ici, avec une chef que vous allez nous présenter avec talent, qui a elle aussi du talent, s'inviter à quelque chose qui serait un peu dans ce contexte très particulier, des recettes pour se donner le moral. Oui, alors effectivement, en ce moment, il y a besoin de beaucoup se donner le moral. Et puis, on a préparé ce plateau autour des produits du printemps dans la région, à un moment où on ne pensait pas qu'il allait se passer quand même des choses un peu dures, un peu cruelles pour les arboriculteurs, pour les viticulteurs et autres cultivateurs de la région. Donc, on a vraiment un petit coucou à leur faire pour leur dire que en ces temps vraiment de gel et qui atteignent les cultures, on pense à eux. Alors, tout ça dans un contexte international, évidemment, Marie-Luce, que personne n'ignore. On a toujours un petit mot, évidemment, pour ce contexte international et l'Ukraine. Donc, on va évidemment relativiser avec des bonnes choses et grâce aux gens qui sont là. Et c'est l'heure, Marie-Luce, de nous présenter justement nos invités. Alors, nous aurons 3 producteurs, 2 productrices et un producteur, une productrice d'asperges de Blaye, Daniel Chambaro. Qui est déjà sur le plateau. Voilà. Sophie Méric, qui est, elle, la représentante de la filière pêche en Nouvelle-Aquitaine, une femme très, très dynamique. Et puis, David Raymond, qui est éleveur d'agneaux dans le Limousin. Alors, dans le Limousin, en Charente, parce qu'on... autour de l'agneau du Limousin, qui est un label. Mais c'est la Charente-Limousine, donc là, tout est bon. Voilà. Et puis, on a évidemment quelqu'un qui va nous mettre ça en musique avec du talent. Elle est sur le plateau et je vous laisse nous présenter notre chef 2FE de ce jour. Alors, la chef, c'est Oksana Crétu. On se connaît bien avec Oksana. Ça fait, un petit compagnonnage. Moi, je suis en totale admiration devant elle parce qu'elle fait un parcours qui est assez discret, mais qui commence véritablement à s'imposer. Oksana, elle a une personnalité excessivement forte, et je crois que c'est lié à son parcours. Elle est d'origine moldave, et surtout, elle a fait des études au départ. Elle était designeuse, et elle est devenue chef. Par passion. Et ça change tout. Et alors, je dis ça change tout parce que ça change tout sur le fond et la forme. Moi, je ne suis pas très attachée en cuisine à cette esthétique aujourd'hui de la cuisine qui prend le pas, je pense surtout pour faire du réseau Instagram, et c'est tout. Et des fois, il n'y a rien derrière. Là, il y a les deux. Or, Oksana, elle a... d'abord, elle adore son métier. Elle est dans une précision des goûts et dans une finesse. Enfin, moi, je dis souvent, ce mot, c'est presque, c'est pas sophistiqué dans le sens négatif. C'est sophistiqué, c'est parce que c'est hyper élégant. Et justement, il y a la forme autour. À chaque fois, c'est beau, c'est coloré, c'est mis en scène de façon extraordinaire. Oksana, on l'a repérée. Aujourd'hui, elle est coup de cœur un peu partout dans les médias, chez nous depuis longtemps, mais aussi dans les médias nationaux. On lui prête une étoile qui, moi, je pense, viendra un jour. Elle veut pas trop en parler. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un de vraiment à la fois très attachant et très passionné et très déterminé. Alors, déterminé, attachant, tout vous va bien. Et c'est d'autant plus salué qu'elle fait l'effort, parce que c'est un vrai effort, parce qu'il y a aussi le commerce avec la restauration. Il y a très peu de place dans le restaurant. On peut en parler. Ah oui, c'est un vrai choix. Oksana, combien il y a de places dans votre restaurant ? Aujourd'hui, on a 22 places maximum. On peut accueillir 22 clients maximum. Voilà. Et alors, je voudrais préciser quelque chose, parce que ça aussi, c'est assez cocasse. Son restaurant à Oksana s'appelle Cro-Magnon. Alors, quand on entend Cro-Magnon, on a envie de se dire, mais qu'est-ce qu'on va manger ? De la barbaque, voilà. Oui. Voilà. Eh bien, pas du tout. Voilà, c'est un restaurant qui, dans le cadre était absolument extra, très aussi avec de la déco qui est absolument magnifique, et puis on se sent très très à l'aise, et puis sa cuisine n'a rien à voir avec Cro-Magnon, quoi.
Mais il s'agit là, explique-nous pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors déjà, merci pour tous ces mots, ça me fait plaisir et chaud au cœur, bien évidemment. Alors ça s'appelle Cro-Magnon parce qu'on a démarré avec un concept, tout simplement. C'était de la cuisson de viande sur pierre de sel. Et donc à ce moment-là, ça faisait sens. Et puis on a totalement changé. Moi, de mon côté, j'ai changé un peu de parcours, des priorités, et, enfin, ce que j'avais envie de transmettre et de cuisiner. Et donc maintenant, on a juste changé le logo en soi, enfin le visuel comme d'habitude, mais on est resté sur le même nom qui maintenant est un peu collé à nous. Donc. Et qui représente donc une technique de cuisson. Oui, en effet. Alors, je ne sais pas si on va parler de cuisson, on va parler d'un produit avec vous. Elles sont là. Parmi tous ces produits, on les voit très bien en gros plan. C'est la pleine saison, en tout cas le plein début de saison avec vous. Danielle Chambarot, Marie-Luce rappelait tout à l'heure l'importance de ce métier, cultivatrice. Et puis vous êtes présidente de l'association des producteurs d'asperges du Blayais, puisque souvent, effectivement, on pense asperges quand on pense Blayais. C'est important, évidemment, pour les chefs d'avoir des gens comme vous qui sont des repères. Oksana, comment vous travaillez, comment vous sélectionnez justement vos producteurs? Comment elle se fait cette démarche? Cette démarche se fait comme ceci. En fait, on est directement en lien avec les producteurs. On essaie au maximum de ce qu'on peut. On en rencontre beaucoup. Parfois, il vient à nous et parfois, c'est nous qui allons chercher leurs produits. Mais l'asperge de Blayais, elle n'a pas besoin d'être défendue. Voilà. Enfin, c'est de la flagornerie pour la présidente. C'est sûr. Est-ce que c'est important, à l'inverse, pour la productrice que vous êtes, de voir des gens de renom travailler votre produit et en faire quelque chose? Absolument, absolument. Parce que l'asperge du Blayais, elle a son identité propre à elle. Bon, preuve en est, nous avons une IGP donc depuis 2016. On a vraiment une identité. C'est une asperge qui a une sucrosité, qui n'est pas filandreuse du tout. Et la voir sur des grandes tables, évidemment, c'est que du bonheur, c'est de la belle promotion. Et c'est vrai qu'elle est vraiment connue, reconnue. Et bon, voilà, ça véhicule une image qualitative. Nous avons un produit de niche et un produit de très grande qualité. Alors justement, Marie-Luce va nous faire saliver, parce que vous avez commencé à en parler. Effectivement, vous avez dit de les mettre sur les grandes tables et les transformer. Qu'est-ce qu'on va manger pendant cette émission? Alors, pendant cette émission, nous allons manger un tartare d'asperges fait par Oksana. Je l'ai mangé la semaine dernière. Il est extraordinaire. Donc, c'est un tartare d'asperges à l'huile de citron et avec un vinaigre fruité. Donc, Oksana nous expliquera comment on fait. Et Oksana est assez zéro déchet puisqu'elle fera une crème avec les épluchures. Alors ça m'a surpris quand j'ai vu l'intitulé. Il faudra nous expliquer parce que je suis peut-être pas le seul à être surpris de dire les épluchures vont servir. Voilà. Oui, on va les utiliser. Voilà. Ensuite, on va manger un maigre, qui est magnifique, qui sera snacké avec sa peau, parce que justement, c'est aussi tout l'intérêt tout l'intérêt de manger la peau du poisson, avec une sauce au miel et un risotto de céleri. Et puis, on finira avec un agneau à l'huile de sauge, avec des gnocchis de vitelotte, qui sont des pommes de terre violettes, légumes de printemps. Tout ça, on les retrouvera, ces recettes, sur le site, et ça s'adapte. Il n'y a pas de trop de choses compliquées. Je ça à chaque émission, parce que je suis celui qui aime bien cuisiner, mais qui ne sait rien faire. Donc forcément, voilà. Donc, c'est un bon plan. Donc je sais que je vais pouvoir refaire le tartare d'asperges à l'huile de citron et vinaigre fruité et crèmes épluchures. On commence par ça, Marie-Luce, on est d'accord? On commence par ça. Allez, donc c'est parti. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces tartares d'asperges, justement? Parce qu'on la mange pas si souvent cru que ça, l'asperge. Non, absolument pas. Et il est clair qu'on se rend compte que l'asperge peut être cuisinée de l'entrée jusqu'au dessert. Et c'est vrai que aujourd'hui, on commence un petit peu à s'habituer à la préparer différemment. Et c'est vrai que moi, pour ma part, j'apprécie les asperges crues. Et bon, évidemment, c'est beaucoup moins élaboré que ce que vous avez fait, mais c'est plaisant. C'est complètement plaisant. On retrouve cette douceur, et évidemment, avec tout ce qui a été ajouté autour, ça ne peut être que... Alors, ça va être le premier moment de frustration intense pour tous les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur sudouest.fr et tvs.fr, parce que vous allez prendre ce plat que vous avez préparé, Roxana, devant vous, et là, moi, je compte sur vous pour une description un peu technique, et je vais être un peu égocentré, et je ne serai pas le seul, nous expliquer un petit peu comment je passe de ce produit qui est déjà magnifique à ce plat.
Alors, c'est très simple. Moi, Oui, alors, allez-y. j'adore l'asperge et j'adore le goût de l'asperge. Donc, pour cette année, nous avons décidé au restaurant de tout simplement la sublimer nature ou venir avec des petits éléments comme le citron qui se marie bien avec. Il y a un peu de matière grasse comme une huile et la servir froide. Donc, on va juste la blanchir et garder ce côté croquant de l'asperge qui est bien Donc, agréable. On la blanchit combien? Très peu? 5 minutes? Même pas 3 minutes. 3 minutes, Voilà, d'accord. blanchie 3 minutes et ensuite on la découpe, enfin un petit dé, on peut la garder aussi avec des morceaux un peu plus grands si on a envie. Et puis on va utiliser les épluchures, on va les cuire avec un peu de lait, un peu de crème, on va les mixer, les passer avec un chinois ou enfin une passette à la maison. Et la crème, on peut la chauffer un peu, qu'elle soit tiède, un service, c'est plus agréable. Donc le vinaigre fruité va donner ce côté un peu acidulé et on peut utiliser par exemple un vinaigre de figue ou enfin un autre fruit qu'on trouve facilement dans notre région. Donc on fait macérer dans du vinaigre des fruits. Un tout petit peu, oui, Voilà. en effet. On assaisonne avec vinaigre, huile, un peu de sel et ça suffit à soi-même parce que comme c'est très riche en goût, voilà, c'est très simple à Moi, effectuer. j'ai une question de consommateur lambda. Oui. Est-ce que quand je suis face à une très belle botte d'asperges comme celle-ci, je dois tenir compte, en sachant que je vais faire ce plat, de mon diamètre des asperges ou peu importe? Non, c'est pas comme on a dit tout à l'heure, on a évoqué tout à l'heure, c'est pas une asperge qui a beaucoup de filaments à l'intérieur, donc on peut utiliser un À condition maximum qu'elle soit du de... blayet. Comment? À condition qu'elle soit du blayet. Oui, en effet. Et on peut juste enlever le petit tronçon, un tout petit bout si il y a un peu d'amertume, mais c'est vraiment rarement le cas. Vraiment. Justement, Daniel, quel est l'intérêt? Moi, je voudrais savoir pourquoi cette asperge, c'est vrai qu'elle est quand même extraordinaire, elle a cette sucrosité, alors qu'on a parfois dans l'asperge plutôt des tendances d'amertume. Là, on a vraiment une belle sucrosité et aussi cette texture qui est parfaite. À quoi c'est dû? On a le terroir, voilà. Donc on est situé, l'IGP Asperges du Blayais est sur le nord Gironde, tout sud Charente-Maritime, voilà. Donc on a des terres sableuses. Donc il faut que la terre est à 70%, soit sableuse à 70%. Donc ça, c'est un facteur pour la croissance de l'asperge. Le fait d'être dans le sable, eh bien, dès qu'il y a un petit peu de chaleur, elle pousse très vite et donc elle n'est pas filandreuse du tout. Et ensuite, c'est une terre d'alluvion, ce sont des sables noirs. Et donc la sucrosité vient un petit peu de ça également. La sucrosité vient de ça, et ensuite il y a la culture, les pratiques culturales. Voilà, les asperges sont irriguées, elles sont soignées, etc. La base, c'est le terroir. Et ensuite, la passion du producteur, le soin qu'il va amener à ses cultures. Voilà. Mais c'est vraiment, il y a une identité régionale très très forte. Vous très, êtes très assez forte. peu nombreux, je crois, au sein de la... On est une vingtaine. Oui. On est une vingtaine de producteurs pour à peu près 200 hectares d'aspergeraies. Donc on n'a pas un terroir trop extensible non plus, parce qu'on est dans une région aussi boisée, donc on a quand même pas mal de forêts dans notre Nord-Gironde, évidemment de vignes, voilà. Et voilà, donc c'est une petite appellation très locale, avec vraiment une identité terroir particulière, on peut le voir, ce sable noir, cette terre souple. Voilà, c'est ça l'identité du Blayais, quoi. Est-ce qu'on peut s'assurer de l'origine grâce évidemment à la reconnaissance qu'elle est, et aussi sur la durée à laquelle on la trouve? C'est-à-dire que je suis certain de manger de l'asperge de chez vous si je l'achète de quelle date à quelle date, et en dehors de ces dates-là, c'est sûr, ça ne vient pas de chez vous. Je dirais que la saisonnalité de l'asperge, elle est quand même la même pour tout le monde. On est sur début mars, maximum le 10 juin. À peu près. Okay. Ensuite, tout dépend de la météo. Voilà. Aujourd'hui, dans l'asperge, on a aussi des variétés précoces et des variétés un peu tardives, ce qui nous permet d'occuper la place le plus longtemps possible sur la période de récolte. Mais voilà, la période de récolte, c'est ça. C'est début mars, exceptionnellement fin février, quand il fait très beau, jusqu'à début juin. Et alors justement, est-ce que le gel en ce moment pose problème ou pas? Oui, évidemment, le gel pose problème. Bon,
la grande différence avec d'autres cultures, c'est que ça va jouer sur la récolte des 2-3 jours où on va avoir le gel et c'est tout. Hein. Ensuite, elle se régénère en permanence, donc les jours suivants, ça va pas du tout impacter. Mais il est clair que ces jours derniers, depuis 2-3 matins, on a un pourcentage d'asperges juste avec la tête un petit peu gelée, quoi. Petite question, parce que Marie-Luce va se lancer dans une transmission de tradition. Qu'est-ce qu'il en est de la transmission des entreprises? Qu'on a 20 entreprises dans une appellation, il faut être sûr qu'elles vont être reprises. Ça se passe plutôt bien, ou c'est aussi un défi pour les cultivateurs et cultivatrices très spécialisés que vous êtes? Comment ça se passe là? Alors souvent, dans le Blayais, l'asperge est une culture annexe à la vigne. D'accord. Donc les aspergericulteurs sont pour la plupart, pas tous, on a des aspergericulteurs 100%, ont également une activité viticole à côté. On voit ces dernières années un regain d'intérêt pour cette production. On a des jeunes producteurs qui s'installent, qui plantent, qui aiment ce produit, qui le travaillent bien avec amour et passion. Et donc, à un moment, on a été un petit peu inquiet, mais voilà, depuis 2 ans, on a 5-6 producteurs. C'est peu, mais notre appellation est petite. Ouais, et ce sont des gens, c'est des nouveaux ambassadeurs qui se lancent. Et c'est vraiment, vraiment très, très bien. Bon, en tout cas, aujourd'hui, l'ambassadrice, c'était vous. On va faire un changement de plat et un changement de partenaire de ces plats. Et justement, pendant ce temps-là, on vous remercie évidemment. On vous retrouvera d'ailleurs tout à l'heure pour la fin du plateau pour une petite photo en dehors de toute émission, mais on se revoit. Moi, Marie-Luce, vous m'avez fait saliver avec une tradition que je vais découvrir avec vous, une tradition landaise, le panturon. Alors, il faut nous parler du panturon et on change nos invités. Alors, oui, je voulais vous parler du panturon parce que c'est un plat qu'on mange. P-A-N-T-U-R-O-N. Hein. P-A-N-T-U-R-O-N. Et je dois dire que c'est une tradition culinaire qui est ultra locale. Bon, on peut faire, je pense qu'on l'a fait à 15 km à la ronde autour d'un village qui s'appelle Rion-des-Landes, qui était le village de Maïté. Ben oui, c'est pour ça que je est-ce que c'est né avec Maïté, je ne sais pas. Alors, il n'y a pas de lien avec Maïté. Quand je vois des jeunes chefs comme notre invité d'aujourd'hui, j'ai du mal à faire le... je ne vous ai pas amené de photos parce que c'est absolument affreux. Mais c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir, mais c'est excessivement bon à manger. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je voulais vous en parler à cette occasion, parce que c'est le plat de Pâques qui était le plat de Pâques des pauvres autour de Rion-des-Landes. Autour de Rion-des-Landes, à cette époque-là. Parce qu'effectivement, l'agneau, dont on va parler tout à l'heure, était utilisé pour faire les repas de Pâques. Et les personnes modestes récupéraient le mou, le foie, la rate, les pattes, le sang de l'agneau, et faisaient... alors, c'était un bouillon qui était donc préparé avec toute cette fraîcheur et tous ces bas morceaux, dans lequel on mettait le sang de l'agneau, des légumes, quelques dés de jambon, ce qui était quand même le petit must dans cette recette, qui mijotait au moins 10 heures. D'accord. Donc, ça mijote, avec sous ce sang. Bon, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas amené... Et à l'arrivée, la mixture, elle ressemble à quoi, du coup? Elle ressemble à une sorte d'achoa, je dirais. D'accord. Si on peut parler encore régional. Et, mais sanguinolent, un petit peu comme ça. Et moi, j'avoue que je suis de cette région. J'adorais ça, petite. Et c'est en train de disparaître. Parce que tous les plats qu'il faut faire mijoter pendant des heures et des heures, ça disparaît. C'est quelque chose qu'on mangeait avec ce qu'on appelait aussi l'escoton, qui était une sorte de polenta de maïs qu'on faisait dans cette région aussi. Ça disparaît pas, on en voit de plus en plus à la polenta, les chefs en mettent pas mal. Bon, Oksana, vous avez un défi pour le prochain rendez-vous que vous aurez avec Marie-Luce. Je sens que si vous voulez lui faire plaisir, il va lui faire un panturon. Je vais essayer. On va vous donner la liste des ingrédients. En attendant, on va parler d'autres choses qui peut-être, on va dire, c'est pas méchant pour le panturon, mais beaucoup plus appétissant, parce que moi, il me fait de l'œil, si je puis dire, de l'œil frais depuis qu'il est sur le plateau. C'est un magnifique poisson. Et on accueille une spécialiste des poissons, Marie-Luce, avec Sophie Méric. Oui, Sophie Méric, donc, est la représentante de la filière pêche en Nouvelle-Aquitaine. Elle représente toute la profession, qui est une filière qui est quand même avec beaucoup de métiers. Quand on a parlé ensemble, justement, vous aviez envie, Sophie, de me dire, mais moi, ce métier, c'est un beau métier. Les jeunes ne voient pas assez à quel point les métiers de la mer sont formidables, et il faudrait qu'ils retrouvent justement le chemin des bateaux
pour y aller. C'est un métier en plus qui est bien payé. Et vous aviez envie de nous dire que voilà, ce métier-là, c'est un métier formidable. D'autant que Sophie elle peut en parler librement parce que son cursus, sa carte de visite a commencé... Elle est multicarte. Oui, par vendre du poisson dans l'entreprise familiale qu'on va citer parce que le nom est très connu ici à Bordeaux et autour des Capucins et au-delà. Et puis, vous êtes la présidente aujourd'hui au niveau Nouvelle-Aquitaine des marailleurs et puis vous pilotez une très belle entreprise spécialisée. Donc, il y a un parcours qui parle pour vous. Je vous laisse répondre à Marie-Luce justement sur cette envie de transmettre aux jeunes. Merci beaucoup de m'inviter sur le plateau. Merci bien sûr à Oksana pour avoir bien sûr réalisé ce beau plat autour du maigre. Donc effectivement, la filière de la pêche est une très belle filière qui ne concerne pas que la production, donc les pêcheurs, mais aussi les à la marée, donc les directeurs de criées, et bien sûr la profession de marailleur qui met en fin de compte en place pour les livraisons sur les restaurants, sur la grande surface, sur les poissonniers, le poisson. Voilà, bien entendu, puisqu'il faut de la sécurisation alimentaire. Et donc, nous sommes là pour être garant de la traçabilité du produit, bien sûr, du bateau à l'assiette. Donc, aujourd'hui, on est sur un poisson qui a été pêché par le bateau Juanita. C'est bien, vous faites Voilà, on le félicite. Donc, Juanita est basée où? Alors, essentiellement sur Royan, Ouais. puisque ce sont des poissons donc, que l'on trouve bien sûr du Pays Basque jusqu'à La Rochelle, enfin la Charente-Maritime bien sûr, puisqu'il y a 3 criées là-bas, La Rochelle, Cotinière et Royan. Donc Avec le tout nouveau port de la Cotinière. Exactement, tout à fait, magnifique, Ouais. qui accueille bien sûr des marailleurs expérimentés là-bas. Et des touristes qui peuvent assister à la criée. Ouais. Oui, mais on peut assister partout. Ouais. Partout. Partout. Et ça, c'est quelque chose à voir. Après, il faut effectivement faire la demande au directeur de criée, mais franchement, ils sont tout à fait ravis de présenter bien sûr les métiers, parce que on parlait donc de différents métiers. Il y a effectivement pêcheurs, il y a aussi agréeurs, il y a aussi Agréeur, je suis pas sûr que tout le monde sache, si vous pouvez nous le définir. l'agréage en fin de compte se situe à différents maillons de la chaîne, c'est-à-dire qu'on peut être agréeur quand on sort les bateaux, les poissons du bateau dans les bacs, que l'on va vérifier les tailles des poissons que les pêcheurs ont amenés en criée, parce qu'effectivement il y a une réglementation, et si effectivement un directeur de la marée met un poisson qui fait hors taille, on va parler du beurre par exemple, s'il ne fait pas 38 cm, on va devant le tribunal. Pour 4 cm, c'est un peu ridicule. Et on est aussi impacté que si on est un proxénète. Donc, vous imaginez bien, c'est quand même embêtant. Donc, à partir de après, on achète le produit. Et chez nous aussi, du côté maraillage, avant de recevoir le poisson que l'on a acheté en criée, on vérifie effectivement si le poisson correspond à la taille, bien sûr calibre et taille, mais aussi à la qualité achetée, puisque vous avez différentes qualités de produits, A, E, qualité ligne aussi, bien évidemment, pour bien sûr répondre à la restauration, tout à fait aux clients qui nous demandent les produits. Alors, Oksana, justement, ce maigre, vous l'avez trouvé comment? Alors là, on a échangé à plusieurs reprises avant d'arriver sur le plateau, et en effet, l'échange s'est fait sur le produit, sur leur disponibilité et aussi sur la saisonnalité. Donc je l'ai trouvé excellent, et donc j'ai mis beaucoup de cœur, si on peut dire comme ça, pour faire ce plat, parce que c'est un des plats du restaurant déjà. Et ce qui est marrant, ce qu'on disait avec Sophie, c'est que 80% de ma carte est consacrée aux poissons, fruits de mer et tout ce qui est autour de la mer, même les algues et tout ça. Ouais. Voilà. Vous nous en dites un petit peu plus, Oksana, sur Oui, le bien choix, sûr. même s'il a la carte, justement, pourquoi ce mec, vous le mariez avec de l'acidulé, du fruit? Quand on est chez soi, on a une façon de cuisiner, et quand on est au restaurant, j'estime qu'on doit être un peu surpris. Donc j'ai fait une petite sauce miel et mandarine. Donc on est un peu fin saison pour les agrumes, mais on en trouve encore un peu. Donc on a fait une sauce simple à base du fumet du poisson. Donc j'ai encore une fois utilisé l'intégralité du produit, et avec ce fumet, où on a fait une sauce réduite jusqu'à nappage. Pour les gens qui sont comme moi un peu néophytes, quand on dit ça veut dire que les arêtes, etc., vont servir à faire le fumet. On enlève juste les écailles, et puis les œufs, tout ça, les huiles, et puis on utilise le tout pour faire un fumet de poisson avec quelques légumes.
Et on s'en est servi pour faire une sauce poisson, miel et mandarine. Ensuite, pour les légumes, c'était un légume d'hiver, donc on commence à avoir des légumes de printemps. C'est le céleri, c'est quelque chose qu'on trouve facilement et qui est assez facile à cuisiner. Encore une fois, avec très peu de cuisson blanchie et puis façon risotto, donc un peu de fromage, un peu de crème et avec des champignons. Puisque je trouve que la façon, on cuisine moi je cuisine les champignons à part pour amener un peu de gras, un peu de gourmandise au risotto. Et puis le poisson, il était juste snacké. J'aime beaucoup garder le côté naturel, en fait, le goût d'origine de ces beaux produits. Et puis on incite les clients au restaurant de manger la peau. Puisque souvent, on enlève la peau du poisson. Et ici, j'ai rajouté juste un tout petit peu de pâte phyllo, ce qui fait que la pâte va colorer gentiment et donner une coloration qui donne envie peut-être aux clients ou même chez nous de le consommer, de consommer la peau un peu plus. La peau, c'est quoi? C'est le plaisir, c'est la texture, le fait que ça apporte du croustillant à la chair. Ça apporte du croustillant, en effet. Puis, c'est quelque chose en plus, un élément en plus qui est assez goûtu. Donc aujourd'hui, on a les chips du poisson aussi, on utilise la peau, on essaie de faire honneur aux produits, surtout aux poissons, parce qu'on sait que c'est compliqué, que au fur et à mesure, les océans, c'est pas non plus des, si je peux toucher ce sujet-là, c'est pas des, c'est pas des sources, n'est pas inépuisable, exactement, ce n'est pas inépuisable, et donc l'idée c'est de tout utiliser. Je sais qu'il y a beaucoup de chefs qui utilisent les écailles, on peut tout faire avec le poisson. Sophie, justement, on le sent, cette génération de chefs et même les générations précédentes sont très attentifs à la protection de l'environnement. C'est le cas des métiers de la mer, on ne le dit pas assez. Moi, j'aime bien le dire ici parce que c'est des gens respectueux la plupart du temps, même s'il y a évidemment des usines à pêcher qu'on peut décrier, mais ce n'est pas le cas sur nos côtes, en tout cas dans les ports de Charente-Maritime, de Gironde ou des Landes. Est-ce que la temporalité de ce poisson, elle est importante? Et est-ce qu'on peut dire au consommateur de quelle période à quelle période il vaut mieux pas l'acheter? Et donc, à quelle période il faut l'acheter? Alors, ça fait partie des espèces, le maigre, que l'on peut acheter à peu près toute l'année. Ça, on peut y aller tranquille. Après, effectivement, de mars à juin, et puis, on va dire, de septembre à novembre, ce sont des grosses périodes où on peut en pêcher intensément. Mais toute l'année, on peut trouver du maigre. Il faut savoir que quelques pêcheurs, il y en a quand même un petit peu sur l'estuaire de la Gironde, récupèrent des laitances de maigre, quand il y en a, et qu'ils mettent avec celles des mâles, on va dire, les remuent et les redistribuent et les remet dans la mer pour justement refaire repartir de la production de maigre. Donc on est aussi sur des pêcheurs qui sont proactifs et attentifs sur les espèces. Effectivement, au-delà de ça, on a aussi des réglementations européennes qui demandent des saisonnalités de certaines espèces de poissons pour que justement, poissons et coquillages, pour que justement ça puisse avoir de la redondance et que l'on ait de la matière et de la ressource et pas, bien sûr, épuiser toute cette ressource. Donc effectivement, il y a des constats qui sont faits dernièrement, les quotas de sol notamment qui nous ont affectés. Ceci étant dit, ça reste quand même limité. C'est quand même fait sérieusement avec des gens qui ont étudié les problématiques. Alors c'est vrai que on a des pêcheurs qui sont un petit peu embêtés parce que ça n'impacte pas tous les types de bateaux. On a aussi la problématique aussi du gasoil sur les bateaux. Oui, en ce moment, c'est vrai que s'il a des quotas de sol qu'il laisse à Arcachon et que quand il sort son gasoil est plus cher, les résultats ne sont pas les mêmes. On est bien d'accord. Ouais. Mais d'où le prix du poisson peut-être pour le consommateur. D'où le prix du poisson aujourd'hui du consommateur qui est un petit peu en hausse, mais aujourd'hui un produit qualitatif doit aussi se vendre aussi sérieusement à des prix corrects parce qu'effectivement les pêcheurs ont besoin aussi, la filière a besoin aussi de vivre. Et à la fois, vous dites aussi, il y a quand même des tas d'autres poissons qu'on mange pas assez partout. On a parlé de poissons moches qui sont passés peut-être que les téléspectateurs ont pu voir à la télévision. Le pampuron du poisson, ça serait quoi alors? Le truc qu'on n'a pas envie de manger, de voir. Non, mais le silure est une espèce de l'estuaire qu'il faut effectivement éradiquer et il y a des gens qui sont justement en train de travailler là-dessus, notamment
moi aussi là-dessus, puisqu'effectivement, je pense que ça fait partie des poissons locaux que l'on peut remettre au goût du jour dans les restaurations collectives. Ceci étant dit, on peut aussi expliquer aux gens que le silure c'est moche, mais une lotte aussi c'est moche. Par contre, c'est bon aussi, et les deux sont bons. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il y a matière aussi à... Voilà, il y a le silure, il y a du grondin, il y a le grondin. maquereau, il y la a vieille, le le merlan, bien sûr. la vieille, Voilà. le Qui sont des vieux poissons jaune. moches, mais qui sont remis au goût du jour et qui sont très bien et qui sont, entre guillemets, pas chers. Après, la problématique reste aussi à le mettre en œuvre au niveau de la restauration collective parce que ça demande des outillages assez importants. Et la ressource aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine n'est pas la même qu'en Bretagne ou sur Boulogne-sur-Mer. Combien de tonnes de poissons pêchés? Alors, combien de tonnes de poissons pêchés? Les bateaux Nouvelle-Aquitaine déclarent 50 000 tonnes de poissons pêchés chaque année. Là, ce sont des références 2019. On est au bas mot de 2000 tonnes par an en moins, mais bon, Ouais. on va dire 50 000 tonnes. Sur ces 50 000 tonnes, on a sur nos criées que 17 000 tonnes qui arrivent. Il y a des déperditions, bien évidemment. Où elle va? Bon, on a quelques idées. Hein. C'est à nous, effectivement, que ça soit les... Ça va en Espagne, Oui. ça va directement à des industriels. D'accord. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, que l'on légifère là-dessus, pour que justement on ait un maximum de ressources dans nos criées et que l'on puisse récupérer pour la restauration commerciale, mais aussi collective, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est essentiel de pouvoir produire du poisson. Ça, c'est votre combat. Hein. Ah, ça c'est mon combat. Ça, c'est ça. Arriver à remettre du poisson dans la restauration collective, et Dieu sait si, c'est effectivement Pas très du carré, important. bien sûr. Et pas du carré. Et pas du carré. Oksana, tout à l'heure, vous avez insisté sur votre relation, par exemple, avec la productrice d'asperges, celle-ci ou une autre. Est-ce qu'on va aussi loin, aussi pour le poisson? Bon, il y a un étoilé fameux de La Rochelle, pour pas le citer, Oui. Coutenceau, qui en a fait un petit peu son cheval de bataille, qui va tous les matins aller à la criée, qui va lui-même pêcher. Est-ce que vous avez ce rapport-là pour le poisson aussi avec les On professionnels? On essaye, ce que je disais avant, c'est un peu plus compliqué avec le poisson pour Ouais. nous, en effet. Si par exemple pour un pigeon, je peux être en direct avec Ouais. le producteur, ça va être un peu plus difficile d'être en direct avec des pêcheurs. Et je pense que c'est interdit d'ailleurs maintenant. Avec des pêcheurs, oui. Enfin, c'est pas que c'est interdit. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait la réglementation fait que les pêcheurs passent, ça peut être du gré à gré, hein, passent par la CRI en fin de compte. Oui, il ne Oui. faut pas vendre en direct. Voilà. Ok. Voilà, il faut quand même. Il y a une réglementation, il y a des lois. Voilà, Respect. il y a un respect. Oksana, on a bien entendu tout à l'heure que c'était un poisson qu'on pouvait faire toute l'année, donc on est rassuré. Merci Sophie. Par contre, si j'ai plus mes mandarines, je peux faire quoi pour accompagner On peut utiliser du citron simple, D'accord. Ok. qu'on a toute l'année, du citron jaune. Très bien. Mais Sophie, j'avais une dernière question avec vous, parce qu'on a parlé de transmission, et c'est important aussi dans tous ces métiers-là, on l'a vu tout à l'heure aussi avec les productrices, producteurs. Les métiers aujourd'hui tendus, en crise, dans votre filière, c'est quoi? C'est le pêcheur, c'est le poissonnier, c'est tout le monde. On sait que C'est tout les le centres de formation cherchent, je Oui. pense au lycée à Gujan-Mestras ou ailleurs, certainement à Marennes aussi, les ostréiculteurs cherchent aussi à C'est ça. avoir des gens qui reprennent. Qu'est-ce qu'on fait justement quand on a votre responsabilité aujourd'hui pour encourager à aller chercher ces jeunes à prendre la suite, pour qu'on continue à bien manger, parce que c'est ça la clé. Je pense que c'est de notre volonté à nous, de la filière de la pêche, d'aller justement au-devant des écoliers, hein, d'aller parler de notre métier. Pas simplement quand ils ont déjà choisi la filière et qu'ils sont déjà dans les lycées de la mer. Il faut aller bien avant. C'est en seconde, puisque c'est là où on leur demande des choix. Parler de nos métiers. Donc le mariage, c'est très compliqué. Moi-même, je ne ferai pas pêcheur, mais pêcheur aussi, c'est un beau métier. Il faut aller au-devant. Je pense que c'est vraiment très important que d'expliquer nos métiers avant, aux jeunes. Alors, si les parents, les grands-parents, Voilà. voire les personnes concernées nous suivent, sachez-le, informez-vous, c'est des métiers certainement passionnants, n'en doute pas. Et puis, si vous n'avez pas le pied marin, il y a plein de... Et bien payé. Et il y a plein de métiers à terre qui sont très bien aussi, sans Donc, être sur c'est les bateaux de important. pêche. Mais c'est vrai qu'un très bon poissonnier, je pense qu'aujourd'hui, gagne sa vie correctement et qu'il a des beaux métiers à faire. Et les pêcheurs. Et puis, on peut être en relation en direct. On va parler d'un autre produit. On va vous remercier, Merci à vous. Sophie, d'être venue sur ce plateau. On va... J'aurais bien aimé, l'espace d'un moment, parler avec Oksana justement de cette façon dont elle a de travailler sur le zéro déchet. Tout à fait. Oui, par exemple. Justement, Oksana, vous avez ce souci justement dans votre cuisine de récupérer au maximum les produits afin de tout utiliser. Tout s'utilise dans un produit ou presque.
Oui, presque. Enfin, totalement. Que ce Et soit alors- la viande, le poisson, les légumes, c'est pareil. Est-ce qu'il y aurait justement des petites astuces comme ça sur certaines choses qu'on n'a pas l'habitude de faire chez nous, qu'on pourrait récupérer sur les légumes, par exemple, Tout à fait. qu'on ne fait pas assez, peut-être Par exemple, pour les épluchures de légumes, pas toutes, mais certaines, on peut le mettre dans des bocaux, mettre de l'eau, les stériliser, enfin les cuire un tout petit peu et faire des bouillons de légumes qu'on peut utiliser par la suite pour faire les sauces, pour faire tout ce qui est ragoût, enfin mijoter avec, à la place de mettre de l'eau simple. Les épluchures seules. Les épluchures D'accord. propres, bien évidemment, bon, pas celles de pommes de terre, par exemple, ça ne sera pas bon, mais asperges, carottes, navets, enfin tout ce genre de, toutes ces petites légumes, on peut les utiliser pour faire des fonds. Enfin, Et au-delà du goût, de la même façon que tout à l'heure, vous attiriez notre attention sur le respect de l'environnement avec une pêche raisonnée. C'est aujourd'hui un message indispensable quand on fait votre métier, de montrer l'exemple, ou en tout cas de dire, voilà, je suis responsable moi-même par rapport à cette production de déchets. en effet, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment plus un sujet qu'on peut, si je peux dire, entre guillemets, se vanter. C'est juste naturel de le faire maintenant. C'est notre métier. Dans ce milieu que vous connaissez parfaitement. De plus en plus. Oui. Et puis d'ailleurs, Michelin a sorti son étoile verte, Ouais. qui est une étoile qui met en avant justement ce souci et cet effort qui est fait. Celui qui ne le fait pas, je pense qu'il se trompe. Aujourd'hui, il le sait. On ne peut plus, justement, on choisir un menu unique de plus en plus pour bien contrôler Exactement. tous les produits qu'on a à notre disposition et enfin, bien pouvoir leur rendre hommage et les utiliser correctement. Bien, alors on a été rejoint par un gaillard, un fort gaillard, un allié athlétique qui nous vient de Charente-Limousine, j'insiste, hein, donc c'est la partie charentaise de l'est du département, à la limite du Limousin, à Brigueuil exactement, pour ceux qui connaissent. Il y avait des ostensions à une époque à Brigueuil, je ne sais pas s'il y a encore lieu, mais il y avait une tradition importante. Moi j'avais une tradition que je viens de découvrir, je voudrais savoir si vous aviez déjà entendu parler du penturon avant que Marie-Luce nous en parle, en toute sincérité. Pas du tout. Voilà, donc Non, le mais, penturon ne s'est pas exporté à Brigueuil, Marie. C'était vraiment micro-local. Bon, très bien. Non, parce que je plaisante avec ça, mais vous êtes un producteur, David Raymond, éleveur d'agneaux. Donc on est en plein dans le sujet et Marie-Luce va en dire un peu plus justement Oui. sur ce sujet. Donc David Raymond, vous êtes donc producteur d'agneaux et de brebis et d'agneaux. Vous étiez sur une exploitation familiale et puis en 2017, vous avez eu envie, en fait, vous avez eu pour souci de prendre votre propre exploitation, des terres que vous louez, et vous êtes sur 85 hectares actuellement, mais là, cette année, vous avez décidé de vous agrandir, et donc vous allez passer sur une exploitation de 160 hectares, ce qui n'est pas rien. Vous élevez aujourd'hui 500 brebis, et puis vous allez passer à 920 têtes. C'est bien de raconter ça, parce que ça montre Est-ce que c'est pas paradoxal dans l'intensif, j'ai de provocateur. Je crois pas qu'on on est loin d'en être là. Et justement, ce qui est important, c'est de voir que sur ces terres de Charente-Limousine, il y a encore des éleveurs, parce que aujourd'hui, la tentation est forte de faire des céréales. Je pense que la guerre en Ukraine va accentuer un peu plus, d'ailleurs, cette tentation. Donc, je dis chapeau, moi, quand il y a un éleveur qui se bat pour développer sa production. Au-delà Donc, de ma provocation, peut-être d'ailleurs, David, expliquez-nous, ce que expliquera bien Marie-Luce, pourquoi vous développez, pourquoi vous faites ce 500 à 900, pourquoi cette 90 à 160 hectares. C'est quoi le moteur qu'on est jeune éleveur? Alors le moteur, c'est déjà des terres qui se sont libérées à côté de chez moi et que du coup, en ayant parlé avec ma femme, du coup, elle m'a dit je te suis et du coup on s'installe en société tous les deux. Elle n'était pas dans le milieu? Pas du tout. D'accord. Et donc voilà, c'était un projet de vie qu'on avait depuis longtemps, mais qu'on avait mis un peu sous le matelas. Et là, du coup, l'occasion fait qu'on a sauté dessus et on va voir. Et ça veut dire aussi que vous êtes encouragé par le marché en ce moment, ou vous dites quand même que c'est tendu? Comment vous... Alors le marché, c'est contradictoire, mais le marché est plutôt porteur. D'accord. Mais la tendance fait qu'on voit l'élevage régresse parce qu'il y a moins de jeunes, parce qu'il y a beaucoup de départs à la retraite qui ne sont pas renouvelés. Et que c'est dommage, comme je disais tout à l'heure, c'est ce que vous disiez, la tentation est grande aujourd'hui avec le cours des céréales. Et on sait que chez nous, dans nos régions d'élevage,
eh ben, il faut pas grand-chose pour qu'un éleveur arrête l'élevage et fasse des céréales parce que c'est beaucoup plus simple, parce que il n'y a pas ce problème de enfin, c'est pas contraignant comme l'élevage. Et voilà. Et quand on a des céréales, on n'a plus de haies, on n'a plus de bocage, on n'a plus de biodiversité. Plus de prairies, enfin, et voilà, moins de prairies. Donc tout ça entraîne à des conséquences qui sont assez compliquées. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, cet agneau qui est dans une IGP de l'agneau du Limousin, c'est un produit qui est assez extraordinaire, qui obéit à un cahier des charges qui est assez strict, dans un contexte, donc ça, c'est vrai qu'il fonctionne, mais dans un contexte quand même où il y a eu une réduction énorme. Imaginez, il y a 30 ans, je crois que vous m'avez dit qu'il y avait... On était à peu près en Haute-Vienne, pour donner un exemple, on devait être à peu près dans les 650 000, 700 000 brebis, et aujourd'hui, on est à peine à 200 000. Voilà, donc la situation n'est pas simple. Juste sur un élément pour le consommateur, toujours que Marie-Luce vient de mettre en avant, en quoi ça me concerne, moi, consommateur, d'acheter un agneau qui a ce label, et qu'est-ce que vous me vendez si il est labellisé ? Alors, on vend déjà un produit, certes, de qualité, ça c'est sûr, mais on vend pas que ça, on vend une identité aussi. Ouais. C'est vraiment notre agneau du Limousin, c'est le bocage limousin, c'est les vertes prairies, c'est un savoir-faire, une alimentation qui est souvent produite sur l'exploitation. Ça, c'est dans le cahier des charges. Oui, en majorité. Oui. Et c'est vrai que, enfin, on défend aussi un tissu économique. Dans nos régions, le Limousin, voilà, on sait tous que c'est très joli, mais c'est aussi rude. C'est pas non plus super attractif au niveau tourisme, alors que la région est magnifique. Et donc, du coup, l'élevage au vin, l'élevage en général, fait partie de notre territoire et il faut le défendre absolument. Et en achetant ça, un agneau, vous faites. C'est un acte. Un acte citoyen. Exactement. Ouais, complètement. Alors, comment mieux le défendre qu'en le cuisinant avec notre chef Marie-Luce? Qu'est-ce qu'elle nous a préparé, Oksana? Alors, Oksana, elle a fait un agneau avec de l'huile de sauge. Huile de sauge, on prend la. Et puis, il y avait des gnocchis donc de vitelotte, qui est une pomme de terre violette. Et puis, quelques petits légumes de printemps qui sont là. On voit les petits navets gros là. Pareil, Oksana, tout en étant très pédagogue, je pars de mon produit, de chez notre ami, et je pars pas avec l'agneau sous le bras, mais j'ai mon produit brut à la maison. Comment j'arrive à ça et qu'est-ce que je fais? Alors, en parlant de la qualité du produit, justement, ici, je n'ai pas eu besoin de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que je l'ai juste... juste snacké, ça suffit largement. Et j'ai même gardé la peau et j'ai essayé ce matin. Donc, elle se mange parfaitement. De rien jeter, dans la même démarche. Et donc, je l'ai laissé, j'ai dégusté. C'est formidable, vraiment. Donc, le produit en soi... Là, c'est une selle d'agneau. Hein. Oui. Et en fait, à Bordeaux, il y a deux façons de découpe, et donc c'est la partie basse de la selle d'agneau, et donc là on a vraiment des bouts de viande assez imposants, et ça m'a fait penser même à un steak. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on peut cuisiner facilement, je pense même sur la braise, même à l'extérieur, qui fait appel au beau jour, et vraiment c'est un produit qui est cuisiné facilement. Et la qualité, je l'ai même laissé un peu rosé à l'intérieur, et il n'a pas bougé. Enfin, vraiment, il est excellent. Tout à l'heure, on a parlé de la saisonnalité du poisson. Est-ce que vous avez cette viande à l'année, ou est-ce que vous jouez aussi la carte de la saisonnalité sur l'agneau? Eh bien, je pense que c'est une tradition et c'est quelque chose qui est ancré dans notre tête. C'est l'agneau, c'est Pâques, c'est le printemps. Donc, je ne sais pas si c'est forcément qu'à cette période-là, mais je pense que c'est ça. À Pâques, c'est quand même la partie de l'année où l'agneau est mis en avant. Après, il y a Noël, et après, on a l'été où justement, c'est les grillades. Mais Pâques, c'est vraiment l'agneau. En pourcentage, il y a un vrai pic. Ah oui. Oui. Ah oui. Là, il y a vraiment un pic très court et intense. Pour le voilà. Ces derniers jours. Non, c'est vrai. L'agneau ou l'éleveur? L'éleveur.
qui couraient après les agneaux. C'est ça. On continue avec la garniture. Vous avez proposé... Donc, des gnocchis, je propose aussi des pommes de terre un peu couleur, parce que c'est le printemps et on aime bien avoir des couleurs dans l'assiette. Gnocchi maison, enfin tout simple, avec un peu de fromage, farine, un œuf, rien de avec bien fromage, compliqué. c'est-à-dire Il y a un peu de fromage, on peut mettre un peu dans les gnocchis, on peut mettre par exemple moi j'utilise un fromage grec pour changer du parmesan, mais on peut tout simplement mettre un peu de parmesan et éviter de mettre du sel dedans. Voilà. Comment sont commercialisés principalement vos produits à vous? Ils partent où? Alors, peu de vente directe, pas du tout, touché. Non. D'accord. C'est toute ma production des agneaux sont vendus à la coopérative. D'accord. Et la coopérative possède son abattoir et donc du coup, on a des délais de transport qui sont relativement courts. Et ça, c'est très, très important aujourd'hui. Et du coup, au sein de la coopérative, on gère l'amont et l'aval. Et donc, en étant adhérent à cette coopérative, c'est très intéressant parce qu'on sait exactement tout la filière. On a une bonne vision de la filière et ça, c'est vraiment très intéressant, quoi. Des fois, et pour couper court peut-être à des débats assez violents en ce moment, vous insistez vous-même en tant qu'éleveur sur le circuit court, non pas de la vente, mais du transport de l'animal vers l'abattoir. En quoi c'est important ? Aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. C'est paradoxal. C'est qu'aujourd'hui, on veut manger de la viande qui vient juste d'à côté, mais en même temps, on le voit de plus en plus. On a des viandes qui viennent d'ailleurs, et on a nos abattoirs qui sont en train de fermer parce qu'il y a un manque de volume. Donc, c'est paradoxal. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aux citoyens de faire en sorte d'acheter. On le dit toujours, mais français, local. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et puis, non, je voudrais aussi défendre quand même cet agneau-là. Donc, il y a un cahier des charges. Il est donc tué. Il faut, je crois, pas avant 70 jours. C'est ça ? Un peu. Alors, il faut qu'il ait minimum 70 jours. Minimum 70 jours. C'est un agneau qui a une chair qui est particulièrement tendre. C'est vrai, parce qu'il est dans les... Là, on le voit, hein, il est dans les prairies. Il mange vraiment... Les brebis mangent vraiment des herbes quasiment tout le temps, sauf... à la période de l'hiver, de l'automne plutôt. Et puis, son gras est bon. C'est-à-dire, Oksana, vous en parliez, c'est pas très gras, justement. Il y a juste ce qu'il faut parce qu'il en faut un peu, hein, comme dans l'agneau. Juste un petit pour peu. que ça soit pas bon. Beaucoup. Juste un peu. Mais c'est vrai qu'il est très, 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 très bon. Alors, on va accompagner tout ça avec des choses formidables. Forcément, on ne va pas rester comme ça. Habituellement, on a Marion Ripoll qui travaille pour Terre de Vin et pour le Business Bascus Club de Bordeaux, qui est un club que l'on conseille à tous ceux qui nous suivent et qui ont envie de faire partie d'un club d'affaires autour du vin. C'est à retrouver évidemment sur sudouest.fr et sur tv7.fr et autrement sur Terre de Vin aussi. On va parler donc des vins que Marion, que l'on excuse, qui est restée pour compenser des problèmes de Covid dans son équipe, elle nous a fait passer. Je vais commencer par vous d'ailleurs, vous êtes là. Donc avec l'agneau, on a un vin concentré raffiné, on est en Pessac-Léognan, donc là on sait où on est un peu plus loin que Brégueil, on est plus près de Bordeaux, on est désolé, on ira voir la prochaine fois dans les vins charentais, il y a de très bonnes choses dans les vins charentais. Tout à fait. On est en Grand Vin de Grave, on est sur un millésime 2016, ça vaut entre 18 et 22 euros la bouteille. Selon Marion qui nous a fait cette proposition, le vin exprime une finesse du terroir, c'est voluptueux, d'étain fondu, caractère de grande finesse, qui vont, et Marie-Luce le disait, avec une viande qui est aussi, elle, tout en finesse. Stéphane, je crois que vous n'avez pas donné le château. Ah, je n'ai pas donné le château, et ben je vais le faire, château Le Sartre. Ah, d'accord. Voilà. Ça vous parle, cet accord mets-vin, aujourd'hui Oui. aussi? C'est quelque chose qui est important. Vous y pensez en même temps que vous travaillez vos plats? Oui. Enfin, on y pense, surtout on échange avec la personne responsable dans le restaurant ou le sommelier en direct, le producteur parfois, si on a la chance de pouvoir le faire aussi. Allez, on va... Oui, mais Oksana, vous êtes quand même intéressée par des vins un peu de partout, je crois. Hein, et, Oui. Bordeaux, mais pas que. On a fait le choix de... Il ne faut pas trop le dire, mais on fait Sans un trop peu... nous. Mais juste les gens qui nous suivent, allez-y. On a fait le choix d'avoir du vin du monde aussi pour amener à Bordeaux ce côté J'ai vu aussi voyage. l'année dernière. Oui. D'accord. Qui était très bon. Ouais. Mais on a du vin de Bordeaux, bien sûr. évidemment. Ce serait dommage. Sinon, en effet. Si le CIVB nous suit, on Oui, parle aussi des vins de Bordeaux. On va le citer, hein. Très bien.
Allez, on va aller un vin de Gaillac. Ça va pas être au bout du monde, mais voilà, ça c'est ce qui est proposé par nos amis de Terre de Vin. Je pense qu'on a vu la une du dernier magazine qui justement cite parmi ces 120 blancs de printemps, puisqu'on a dit que cette émission était l'émission du printemps, un vin de Gaillac. Donc on est chez Domaine Plageol, Mosaque Vert 2019, 13 € la bouteille. On est dans des prix qui commencent à être assez corrects pour du vin blanc. Donc la qualité est au rendez-vous. C'est normal, c'est pour aller avec ces asperges de grande qualité. Si j'en écoute nos dégustateurs et spécialistes de terre de vin, arôme de fleurs blanches, fruits jaunes rehaussés de notes de coin. Donc on pourrait presque aussi le mettre avec votre poisson, mais ils ont proposé autre chose. Et ça va certainement bien se marier, nous disent-ils, et le promettent, avec le vinaigre fuité. Allez, je termine avec le maigre snacké. On revisite toute notre proposition du jour à la peau croustillante, puisqu'elle a gardé la peau. Oksana, sauce, miel, mandarine et risotto. Donc là, on est sur un sauterne, et donc c'est une petite surprise, puisqu'on pense souvent sauterne, apéritif ou dessert. Château Peuchon 2018, 17 €, donc on est correct pour un sauterne. C'est situé à Barsac, et là, on nous parle d'un joli nez de verveine citronnée, donc on va y arriver, et une surcrosité équilibrée par la fraîcheur avec une belle acidité. Vin élégant qui, normalement, magnifie le maigre, cher à Sophie, que nous avons reçu tout à l'heure. Donc voilà, tout ça est à retrouver évidemment sur Terre de Vin, sur sudouest.fr, sur tv7.fr, mais ce n'est pas fini, puisque avec nos invités, on va conclure. Marie-Luce, on est d'accord? Et moi, j'aimerais bien qu'on nous dise, maintenant qu'on a fait le tour, qu'est-ce qui vous réunit tous les deux, là? Parce que c'est une belle conclusion. Comment vous vous sentez proche de cette chef, vous qui... Sublime, ce qui est déjà... un produit de qualité, et c'est la petite pointe qui fait que c'est encore meilleur, quoi. Et c'est ça, c'est la le talent. transmission, on va dire. C'est ça. C'est super, ça. Un petit mot, Oksana, sur justement le point commun que vous pourriez avoir demain si vous alliez sur l'exploitation. On vous invite à le faire à Brigueuil. Oui, avec plaisir. Moi, je vais avec plaisir découvrir les producteurs, enfin être directement en échange avec eux, puisqu'on comprend mieux le produit et justement, on a plus de facilité à le transmettre, à le présenter. Et comme on a des menus uniques, je pense qu'on valorise parfaitement ce type de produit. Les démarches aussi sont importantes, donc la démarche qu'on a discutée, c'est la même comme pour le poisson. Voilà, utiliser la totalité du produit, connaître bien ce qu'on peut faire avec, comme dans l'enfance de Marie-Luce. Je retiens pas le nom de... Je suis désolée. On va vous faire passer la recette. Vous avez fait un engagement, oui, vous avez dit que vous allez nous préparer. Je vais Allez, le faire. Un dernier mot, parce qu'il nous reste quelques secondes, Marie-Luce. J'aurais juste que vous citiez peut-être, parce qu'on a fait là des très belles découvertes, mais on est en pleine période. Oui, et le printemps annonce plein de choses. Oui, et voilà. ça va être une façon de se quitter en ouvrant les chakras. C'est sûr, parce que c'est vraiment la période dans la région, dans beaucoup de régions, mais dans la nôtre, tout particulièrement de beaucoup de produits. Donc, on va avoir bientôt la pomme de terre d'Ésine qui va arriver, celle de Ré. On a donc les asperges. On a également les fraises du Lot-et-Garonne et de Dordogne. Il y a tous les oignons nouveaux qu'on peut manger, ces petits oignons presque sauvages aussi qui sont excessivement sucrés, qui se mangent en omelette, c'est un délice. L'aillé, bien sûr. Donc voilà, il y a plein de produits partout. On va voir arriver au mois de juin les cerises dites Sassou. Voilà, je pense qu'il faut aller regarder. Il y a un inventaire formidable qu'a fait l'agence des produits de la Nouvelle-Aquitaine, l'ANA, qui recense à la fois les pratiques et les produits de la région et qui donne leur saisonnalité. Et c'est vrai que quand on voit tout ce qu'il y a là au printemps, on n'a qu'une envie, c'est de manger, quoi. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. À toutes, à tous. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, vous pouvez partager cette rencontre et c'est ce qu'on vous souhaite de faire en famille, avec les amis. Dites-leur, suivez ce rendez-vous. Vous allez découvrir une chef formidable, même si elle est déjà assez connue. Vous allez découvrir des producteurs et productrices extraordinaires. En tout cas, tous ces gens-là, Marie-Luce, on peut le dire, ont la même passion que vous. Ils ont la passion du bien manger et je crois que c'est important, surtout en ce moment. Bon appétit, merci et à bientôt. Bon appétit.